Chacun a le droit aux vacances. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Transports, Clément Beaune, qui ajoute que dans les prochains jours, un certain nombre de mesures de réduction tarifaire auront lieu pour tous les usagers dans les trains. C'était sur RTL et on a interrogé le ministre des Transports sur notre initiative de faire des vacances pour tous avec, tu sais, des billets de train à 29 €, avec le péage gratuit ou au moins un aller-retour, avec le BAFA pour tous les jeunes. Bon, et donc le ministre dit « Oui, c'est une bonne idée, tu vois, notre idée quand même, hein, d'avoir des billets de train, une offre lisible et moins chère. Ça change pas la face de la Terre ni des TER, mais tu vois, on arrive à faire que le gouvernement, ils viennent sur notre terrain plutôt qu'on soit obligé toujours de batailler sur le terrain à eux en étant contre. Donc déjà, ça c'est une petite victoire qu'avec les collègues de la gauche et des écologistes, NUPES, j'ai encore du mal, tu vois. Faut que je fasse gaffe parce que tu sais, un truc dont je me suis rendu compte là, c'est qu'ils ont diffusé parfois dans les chaînes sur France 5 ou sur LCI et ainsi de suite, des moments où je suis dans ma cuisine. Et ça me fait bizarre parce qu'on a l'impression que je suis bourré, alors que je suis pas du tout, tu vois. Il est midi, mais je parle de manière plus décontractée et ça crée un décalage quand on diffuse ça à la télé où tu dis oh là 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 là. On a réussi à amener sur notre terrain à nous, avec une initiative à nous, qui fait que même il y a un sondage qui a été commandé sur... Alors en plus la question était quand même vraiment tordue, hein. C'était franchement, on a déjà dépensé des milliards pour la crise Covid, on a déjà dépensé des milliards pour la guerre en Ukraine, est-ce que vous pensez que la priorité c'est de faire des vacances pour toutes et pour tous? Et t'as quand même 57% des Français qui répondent oui. Je sais pas comment ils font, mais enfin bon. Je veux rendre hommage à toi et puis à Alexis, je sais pas qui y avait autour de la table, Lou, parce que cette initiative sur les vacances elle est partie de vous et pas partie de moi. Vous étiez en train de bouffer à la cantine, vous disiez, oh bon, après les retraites, qu'est-ce qu'on peut faire qui redonne un peu de morale à tout le monde, il faudrait retrouver le soleil, un truc comme ça. Et vous vous êtes dit, ah, il y a les vacances, il y a les vacances. Vous devez en rêver à voix haute, donc vous parlez des vacances, et paf, c'est un thème politique. Du coup, vous me ramenez ça en me disant, bon voilà, il faudrait faire une proposition de loi sur les vacances cet été. Alors, je me dis, oh punaise, on veut que je me muscle sur l'international, que je parle du militaire, que je fasse de la fiscalité, que j'aille sur la justice, qu'il y a l'éducation, j'ai tout ça à faire. Et vous me dites qu'en plus, je dois faire une proposition de loi sur les vacances. Mais bon, ça correspondait bien au projet de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire une gauche populaire. La gauche du travail, mais le travail, c'est aussi le droit au repos, c'est les vacances, c'est les congés. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 1 an maintenant. Ça fait 1 an que j'ai été réélu, donc je vais faire un petit bilan d'étape, puisqu'en plus, on m'a demandé d'écrire une préface pour l'édition en livre de poche de Vous écrits du fond de la Somme, donc je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais pouvoir mettre à l'intérieur. On posait déjà, il y a 1 an, la question du travail comme étant centrale, avec les Français, tous les habitants de ce pays, qu'ils y soient nés ou non, doivent vivre de leur travail. Ils doivent bien en vivre, ils doivent pas en survivre. Et ils doivent bien le vivre aussi. Et dès notre entrée à l'Assemblée, on a posé quoi comme question? L'indexation des salaires sur l'inflation. Tu sais que là, il va y avoir un texte sur le partage de la valeur ajoutée. Ça va être de la flûte, hein. Comme l'année dernière, quand ils nous ont fait la prime Macron. Je rappelle le bilan de la prime Macron, puisqu'on nous a baladé pendant 1 mois à l'Assemblée nationale avec ça. Il fallait qu'on reste l'été, tu vois, pour cette mesure majeure et importante qui allait transformer la vie des Français au travail. Bon, c'est quoi le bilan? C'est sur 25 millions de salariés dans ce pays, il n'y en a que 5 millions qui ont touché de la prime Macron. 20 millions qui n'ont rien touché. 80% des travailleurs qui n'ont rien touché de ce truc-là. Et sur les 20%, sur les 5 millions, 40% ont touché moins de 500 €. Tu vois, c'est de l'aumône. Et donc là, maintenant, ils te font la prime partage de la valeur ajoutée, mais au fond, ça n'intéresse personne. Il n'y a personne qui y croit, j'ai l'impression. Il n'y a personne qui y croit que là, sur l'immense gavage en cours, 160 milliards d'euros de profit cette année pour les entreprises du CAC 40, c'est le record de tous les temps. Là-dessus, 80 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires, c'est le record de tous les temps. Je rappelle, tu vois, je fais des rappels tout le temps, des rappels. Les 2/3 de ces dividendes, les 2/3 des dividendes dans le pays sont versés non pas aux 10% des Français les plus riches, non pas aux 1% des Français les plus riches, mais aux 0,1% des Français les plus riches. Les 2/3 des dividendes. Donc c'est une immense concentration, une aspiration de ces richesses-là, tout au bout, tout au sommet de la pyramide. Donc il faut que le travail paye. Ça s'appelle des salaires. Dans le truc partage de la valeur ajoutée, il n'y a même pas le mot salaire, t'imagines? Quand on met des amendements sur les salaires, ils considèrent que c'est cavalier, que ça va pas être dans le texte. Un texte sur le partage de la valeur ajoutée, tu peux pas mettre le mot salaire. Ça dit tout du rapport des macronistes au travail, quoi. Bon, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des aumônes, des primes, des machins, mais tu n'as pas le droit d'avoir du salaire. L'autre point, sur le travail, ce qu'on mettait déjà dans le bouquin,
l'année dernière, c'est travailler mieux. C'était le mal-être au travail. Le grand malaise, comme dirait Freud, pour le parodier un peu, dans la civilisation du travail. Et ça a éclaté avec la crise des retraites. Même les macronistes s'en sont aperçus. C'était aussi un subterfuge pour eux, parce que c'était une manière de dire « Bon, en fait, la vraie question, c'est pas celle de travailler 2 années de plus, parce que ça, les Français le comprennent bien. Non. Mais c'est que le travail, il va pas bien. Donc, en fait, c'est le travail qu'il faut réformer. Et je vous promets que après les retraites, la première chose qu'on va faire, c'est d'améliorer la qualité de vie au travail. Tu vois, j'ai du Macron. J'ai entendu dans les manifestations une opposition à la réforme des retraites. Tu vois, elle aurait quand même entendu un truc qui ressemblait à ça. Bah ouais, c'est pas impossible. Mais aussi une volonté de retrouver du sens dans son travail, d'en améliorer les conditions, d'avoir des carrières qui permettent de progresser dans la vie. C'était toute la question, d'après Gabriel Attal, du bien-être au travail. Et même Bruno Le Maire comprenait la colère des Français qui se questionnent sur la finalité de leur travail. Et donc on allait avoir quoi? Un pacte de la vie au travail pour améliorer les revenus, faire progresser les carrières, mieux partager les richesses, aider à la reconversion, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle. C'est magnifique, non? Franchement, je signe, moi, je vais devenir macroniste avec ça. Bon, et finalement, qu'est-ce qui sort de tout ça? Ça n'a pas été des états généraux du travail, ça a été des assises de la dépense publique, avec cette bonne nouvelle à la clé: ouvrir un chantier pour limiter les arrêts maladie. Tu vois, parce que les arrêts maladie, ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça a augmenté. Je crois que sur 10 ans, c'est passé de 6 millions d'arrêts maladie à 8 millions d'arrêts maladie. Pourquoi ça a augmenté? Ce matin, à ma permanence, je reçois 4 personnes en burn-out. Vendredi, j'avais une réunion pour causer inaptitude. Et on me raconte comment, à la SANEF, la société d'autoroute, chez Veressence, c'est une verrerie, il y avait Auchan aussi, Airbus, comment les salariés se sont dégagés parce qu'ils ont mal aux épaules, parce qu'ils ont mal aux hanches, et ils osent même plus aller à la médecine du travail pour le dire, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de reclassement derrière et que juste ça soit une lettre de licenciement. Alors, est-ce que c'était juste des grincheux qui étaient là à ma permanence? Ben non, il y a une statistique qui est tombée du ministère du Travail qui dit que les inaptitudes ont augmenté de 50% en 3 ans. C'est-à-dire, on est passé de 4 pour 1000 salariés à 6 pour 1000 salariés. Ça a augmenté de 50%. C'est un bond gigantesque qui est dû à la fois à l'intensification du travail. Tu sais, c'est la stat que je ressasse du ministère du Travail qui dit que la triple contrainte physique, ça a triplé. Tu vois, c'est facile à retenir. C'est passé de 12% des salariés à 34% des salariés qui marchent beaucoup, se baissent, portent des charges lourdes. Mais c'est vrai aussi pour la triple contrainte psychique, c'est-à-dire faire ses tâches dans l'heure, en avoir plusieurs à faire en même temps. Là, c'est pas triplé, ça a été multiplié par 6, on est passé de 6% à 35%. Donc, tu as beaucoup plus d'intensité, de dureté dans le travail, qui fait que derrière, tu as des inaptitudes, mais évidemment, tu as plus de personnes en arrêt maladie. Donc, la vraie question, c'est celle que posaient Macron et ses amis pendant le conflit sur les retraites. C'était comment on fait pour travailler mieux? Comment on fait pour mettre de la respiration dans le travail? Avant, le travail, c'était la brasse coulée. Tu travailles, c'est l'effort. Tu respires un coup. Tu travailles, tu respires un coup. Et les gens, ils sont passés de la brasse coulée à l'apnée. Un mec de Auchan là, qui raconte qu'auparavant, pour remplir les rayons, ils étaient sur son chariot, ils remplissaient les rayons, ils faisaient les prix et ils vérifiaient que les stocks étaient toujours là, il gérait son truc, quoi. Et maintenant, il remplit, et c'est quelqu'un d'autre qui le soir va venir faire les prix. Donc, en fait, sur le plan physique, il bourre. Et puis sur le plan mental, c'est pareil. Ils ont appelé ça un nouveau modèle organisationnel à la direction de Auchan. Et la mot d'ordre, c'était plus de temps mort. On va tuer les temps morts. Mais en fait, le temps mort, c'est la respiration. C'est ce qui permet au corps de se relâcher, ce qui permet à l'esprit de se relâcher et de tenir et d'être mieux. Donc c'est comment, au contraire, on remet des respirations, comment on remet des temps morts. Voilà la question que Macron devrait poser et le ministre du Travail, il est où? À la place, c'est on va chasser les arrêts maladie. Pourquoi c'est chasser les arrêts maladie? Il faut comprendre. Et c'était déjà, ça y est, j'ai tout prévu. C'était déjà dans mon bouquin, je vous écris du front de la Somme, la tripartition de l'espace social. C'est-à-dire, nous, qui travaillons durement et qui peinons à gagner notre vie, eux en haut, qui se gavent sur notre dos, et ils en bas, les assistés, les immigrés. Pendant le conflit sur les retraites, et avec en plus l'inflation, cette tripartition, elle était un peu cassée. C'est redevenu une bipartition, nous contre eux là-haut. Et en vérité, contre lui là-haut tout seul, Macron, tu vois. Mais enfin, c'est eux qui se gavent sur notre dos, c'est eux qui nous ajoutent un fardeau. Il faut donc que, aussitôt après, tout de suite, ils retrouvent la tripartition de l'espace social. Et ça, c'est un intérêt commun à la fois aux macronistes, aux républicains
et au Rassemblement national. Il faut qu'ils retrouvent la tripartition. Si on est dans la bipartition, à la fois sur les retraites, mais sur l'inflation, c'est de la faute de l'industrie agroalimentaire si les prix ont augmenté de 17%, parce que 70% de cette augmentation, c'est leur marge. Si jamais c'est ça qui est dans l'esprit des gens, nous contre eux, ils perdent. Donc il faut qu'ils recassent en trois, tu vois. Donc c'est les immigrés, Retailleau, Ciotti, troisième, Marleix, qui font tout un débat sur l'immigration. C'est Bruno Le Maire, le séquence n'est pas encore close, qui commence à dire que finalement le gros problème qu'on aurait, ça serait les immigrés qui enverraient des transferts d'argent en Afrique, tu vois, et c'est les arrêts maladie. En fait, il faut qu'ils trouvent tout pour recréer de la petite jalousie par le dessous. Évidemment, nous, on doit dire que sur les retraites ou l'inflation, franchement, c'est pas de la faute des immigrés ou des assistés, cette histoire-là. C'est quand même bien de la faute de eux en haut. Et il faut qu'on recrée quand même les conditions pour qu'il y ait un nous commun. Qu'il y ait un nous commun, le nous du travail. Tout le monde doit pouvoir accéder au travail. Tu vois, les Français doivent vivre de leur travail. Pour moi, c'est au double sens. C'est au sens de gagner sa vie, on doit pouvoir en vivre, mais aussi on doit travailler, on doit participer à l'effort commun. Pourquoi? Tu vois, quand je bois un verre d'eau, t'imagines le travail à l'intérieur? Le mec qui a fabriqué d'abord la matière verre, ensuite ça a été moulé en un verre. Pour qu'il y ait de la flotte qui soit potable à l'intérieur, il faut qu'il y ait des robinets qui fonctionnent. Derrière, il faut que l'eau ait été pompée, puis qu'elle ait été purifiée. Bon, rien que ça, c'est un travail immense. Donc en fait, la société s'est reposée sur le travail des autres. Chacun doit y prendre sa part. Alors, le souci, c'est qu'on a un marché du travail aujourd'hui qui est hyper dur. Je l'ai donné avec les statistiques tout à l'heure, psychiques et physiques, tu vois, qui fait que les gens sont expulsés du marché du travail comme des rebuts. Mais que aussi, même pour y rentrer et y tenir, faut être bon dans sa tête, faut être bon dans ses muscles, tu vois. Et donc, ça, pour moi, il y a à côté de ce marché du travail dur, à avoir un autre travail. Je bois un coup, du coup. J'ai dit Rassemblement national. Pourquoi? Parce que c'était au cœur de mon bouquin. Je vous écris du Front de la Somme. Parce que c'est au cœur de la Picardie. 8 députés sur 17 aujourd'hui. Donc je venais lancer une alerte. Je venais dire, attention, un signal d'alarme. On est comme un fort Alamo. Est-ce que vous voulez que, depuis notre fort Alamo, on passe à la contre-offensive ou bien est-ce qu'on va être isolé? Depuis, je dirais que cette alarme n'a fait que se vérifier par... d'une part, la dédiabolisation du Rassemblement national, ce groupe de députés qui se tient plus ou moins bien, qui est plutôt transparent, mais bon, qui fait pas de vagues, et puis ça va comme ça, et avec 2 vice-présidences de l'Assemblée nationale données au RN. Et même, tu le vois dans les sondages, avec Marine Le Pen qui grimpouille, et surtout, qui fait moins peur, qui s'installe dans le paysage, là, avec tranquillité. Et tu as, presque en symétrique, une diabolisation que je pressentais moi dans mon bouquin, de la gauche, de la NUPES, de la France Insoumise. Tu vois, par exemple, l'épisode de Saint-Brévin, il doit nous servir d'alerte à nouveau. Quelque part, on va soutenir le maire là-bas pour se désenclaver, pour se dédiaboliser, pour appartenir pleinement à l'arc républicain. On se retrouve là-bas et t'as le président de l'association de maires de France du 44 qui dit « Ouais, les députés de la NUPES qui se comportent mal dans l'Assemblée, ça hue un peu dans la foule, tu vois. » Bon, mais premier truc. T'as ensuite le maire de Saint-Brévin qui cite pas l'extrême droite, c'est un peu lâche quand même, et qui de l'autre côté met des marques de distance à l'égard de la gauche. Il est républicain, mais ceci dit, il peut être républicain au sens large et pas de sa seule appellation politique. Alors on peut dire après ça, c'est des cons, tu vois, c'est une solution. Mais enfin, la connerie, quand même, elle est un fait politique majeur et parfois même majoritaire. Donc, on doit en tenir compte dans nos raisonnements. Ça veut dire que ça doit être une alerte sur... On doit avoir une vraie politique de dédiabolisation. Une vraie politique, au fond, pour desserrer les taux. Sinon, on s'en prend pour 20 ans d'opposition. Sinon, je vois pas comment on gagne un deuxième tour face à Macron, ses héritiers, les hommes de l'argent, ou bien l'extrême droite, Marine Le Pen, Bardella et compagnie. Ça demande toujours une vraie réflexion. Comment on fait pour être une gauche populaire, une gauche majoritaire? Est-ce que c'est en brandissant l'étendard de la radicalité ou c'est au fond, parce que tu sais, moi, si je vais dire radicalité à flic secours, je sais que je fais pas 50% et je fais peut-être pas 5%, tu vois. Parce que les gens, autant, ils veulent bien qu'on ait un impôt de solidarité sur la fortune qui taxe les gros. Et ça, c'est 80% des gens qui sont d'accord avec moi et avec nous.
D'ailleurs, c'est pas un chiffre que je lance au hasard, hein, c'est un sondage. L'indexation des salaires sur l'inflation, c'est 80% des gens qui veulent ça. Donc il peut y avoir au fond une radicalité, mais qu'il n'y a pas besoin de s'énoncer comme tel, comme si on était dans un amphi à Nanterre et qu'on voulait absolument, tu vois, remporter des hurrahs et des bravos à cet endroit-là. Voilà les questions que, il y a un an déjà, je me posais après les présidentielles et législatives, de où j'habite à Amiens dans la Somme. Et ces questions ne sont pas tranchées. Ces questions, elles doivent toujours être en débat et elles doivent nous permettre d'avoir une orientation pour devenir populaire et majoritaire. C'est d'autant plus frappant que dans les sondages, on ne soit pas bien haut, que ça patouille un peu, que ça vasouille, quand tu as l'impression qu'il y a des thèmes sur lesquels, maintenant, c'est nous qui dominons. En tout cas, c'est ce qu'on a raconté depuis des années. Quand tu vois, par exemple, sur taxer les riches, pour faire bref. T'as Moscovici, président de la Cour des comptes, qui dit « Bon, je ne balayerai pas cette proposition d'un revers de main, je pense qu'elle mérite débat. » Quand t'as le gouverneur de la Banque de France qui dit « Arrêtons la course à la baisse d'impôts dans ce pays. » Quand t'as Pisani-Ferry, tu vois, l'économiste macroniste qui dit « Il existe de très bons arguments pour un impôt exceptionnel sur le capital. » Je peux t'en faire plein. Je peux te faire le secrétaire général de l'ONU, le Fonds monétaire international, je peux te faire Biden, mais tu vois, Éric Lombard, président de la Caisse des dépôts et consignations et qui était l'ancien président directeur général de BNP Paribas Cardiff, bon, une branche assurance, je pense, de BNP Paribas, qui considère que la part de la valeur aujourd'hui est trop importante vers les actionnaires. Lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, le taux de rentabilité du capital admis était d'environ 7%. Nous sommes bien loin des 15 ou 20% pratiqués aujourd'hui. Cela a conduit à une concentration de richesses qui choque à juste titre. Voilà, là-dessus, on doit être majoritaire. C'est nous qui avons porté ça. Continuons à le porter. Nous sommes majoritaires et le système, la Macronie en tout cas, Macron, ils sentent qu'ils sont minoritaires maintenant dans le pays, minoritaires dans la société. Ça donne quoi? Ça donne un resserrement autoritaire. Ce qui nous sert de guide, de fil. Gramsci. Hein? N'oublions jamais. Quand il dit, voilà, nous vivons un temps de détachement de l'idéologie dominante. Ça veut dire croissance, concurrence, mondialisation, marché, marché, marché. Tout ça, les gens n'en veulent plus. Ils sont dégoûtés, ça les inquiète. Ils voient que ce marché, surtout partout, ça ne marche pas. Et donc, nous dit Gramsci, dans ce temps-là, les dirigeants ne parviennent plus à diriger, entraînés par l'envie, par l'enthousiasme. Résultat, et ils font quoi? De la domination. Et ils dominent par la force de coercition. Je pense aussi par la force de résignation, mais donc, il faut qu'ils éliminent les contre-pouvoirs. Et là, c'est plein de petits contre-pouvoirs qui se lèvent dans la société. Anticor perd son agrément, on peut dire « Ah, c'est le tribunal administratif, c'est pas vraiment l'État ». Mais l'État, c'était eux qui avaient donné l'agrément, ils se sont même pas présentés devant le tribunal pour soutenir Anticor. C'est eux qui avaient mal rédigé l'agrément, donc soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la malhonnêteté. L'un n'empêche en général pas l'autre. Il est évident que quand Anticor a mis en cause Alexis Kohler, qui se sont portés partie civile dans ce dossier-là, c'est quelque part un arrêt de mort qui signe. Dans la même semaine, les soulèvements de la Terre sur le plan écologique dissous. Mais tu as eu une nouvelle qui est passée un peu inaperçue. Alors où est-ce que je l'ai? Mince. Tracfin, tu connais? Tracfin, tu vois, ça traque le blanchiment financier, tous les trucs un peu frauduleux, les mouvements d'argent bizarres, de drogue, de tout ça. Ils ont eu la mauvaise idée de faire un signalement sur des achats d'armes par Alexandre Benalla. Et là, bon, ça n'a pas plu. Résultat, le mec à la tête de Tracfin, le président de Tracfin, il s'est fait dégager. T'as un rebond, t'as une affaire dans l'affaire, puisque le GAFI, oh là là, mince, qu'est-ce que ça veut dire ce sigle? Groupe d'action financière, on a vérifié, qui rend un rapport sur la France, qu'est-ce qu'elle fait en la matière, tout ça. Dedans, il y a 2 lignes sur Tracfin qui dit « Le processus de nomination et de révocation du directeur de Tracfin ne garantit pas son indépendance opérationnelle. » Ils viennent dire que Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment, de lutte contre les crimes économiques quelque part, son indépendance n'est pas garantie. Eh bien, la France a fait rayer, ces 2 lignes-là, a fait rayer le rapport du GAFI. Mais après, t'en as plein des contre-pouvoirs qui sont squeezés. À commencer par l'Assemblée quand même. L'Assemblée, quand on dit on fera tout pour qu'il n'y ait pas de débat sur les retraites, c'est bien une manière de squeezer ce qui aurait pu être au contre-pouvoir sur ce dossier. Mais tu as par exemple des trucs très officiels. Le corps, toujours sur les retraites. Le corps, quand il dit, le président Pierre-Louis Bras, il dit que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Aussitôt après, que dit le gouvernement? Au fond,
si jamais il y a une mauvaise compréhension de notre réforme, c'est de la faute du corps. Quand il y a des manifs, il y a la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté qui dit qu'il y a des gardes-vues à des fins répressives, et non pas parce que les gens ils ont commis un crime. La réponse de Darmanin, c'est qu'elle excède ses compétences, tu vois, mise en cause d'une autorité officielle et indépendante. Là, de la même manière, la défenseure des droits, quand elle dit que dans certaines zones, il y a des contrôles d'identité tous azimuts, que dit Macron? Qu'elle a franchi les limites de l'imbécilité. C'est subtil, hein. Sarah El Haïry qui déclare que SOS Racisme égale extrême droite. Je sais pas si tu vois à quel niveau on en est arrivé, quoi. Quand l'UFC Que Choisir dit que les prix ont légèrement augmenté, Bruno Le Maire qui dit que c'est malhonnête. T'as la Ligue des droits de l'homme qui dit à Sainte-Soline, voilà, les secours n'ont pas pu arriver, le SAMU n'a pas pu arriver sur place et c'est un souci. Que dit Darmanin? Il dit peut-être qu'il y aura plus de subventions, on va regarder ça de près. C'est sympa. Et ensuite, tu as des organes qui sont supposés être indépendants et qui sont noyautés. Par exemple, la Commission nationale pour le débat public. On met là l'ancien directeur de cabinet de Borne. C'est sûr que là, c'est l'indépendance garantie pour le débat public qui va voler librement. Sachant que la majorité des parlementaires ont voté contre cette nomination. Ils n'ont même pas eu la majorité pour voter pour ça. Mais il fallait les 2/3 pour que ça soit refusé. Par exemple, même dans des trucs, tu dis l'autorité des marchés financiers. Voir si ça spécule là-dedans, si ça trichouille à la bourse et tout ça. On nomme la responsable pendant des années de la Fédération bancaire française, qui a été secrétaire générale de Bruno Le Maire. Il faut bien comprendre que ce recensement n'est pas la marque d'une force. C'est au contraire parce qu'ils n'arrivent plus à tenir la société civile. Tu vois, les contre-pouvoirs, en fait, les gens normaux qui finissent par dire « mais ce machin va plus du tout ». Comme ils n'arrivent pas à le maintenir normalement, il faut qu'ils le tiennent, qu'ils le serrent, qu'ils le resserrent de près. Donc tu vois, pour des raisons à la fois démocratiques, et je pense que là-dessus, on aura une large majorité de Français pour dire qu'il faut échapper à cet homme qui veut tout contrôler à lui tout seul ou avec quelques sbires dans le pays. Pour des raisons sociales, parce qu'il y en a marre qu'en haut ils se gavent pendant que c'est rationné en bas. Pour des raisons évidemment écologiques, économie de guerre climatique, et ça peut être une fierté pour nous quand même d'avoir posé ce mot-là sur la table et que ça suscite un peu de débat derrière pour savoir, oui, alors est-ce qu'il faut être en mobilisation générale sur les questions écologiques? Je le crois, mais bon. Sur tout ça, on a vocation majoritaire. On a vocation à avoir les 2/3 des Français qui sont avec nous. On a la vocation à parler le plus largement au pays. Comme sur les vacances, tu vois, malgré une question un peu, 57% quand même. Et je pense qu'en fait, on a les 2/3 des Français là-dessus qui sont avec nous pour dire oui, il doit y avoir un droit aux vacances pour toutes, pour tous, pour tous ceux qui travaillent. C'est pas normal que quelqu'un qui se lève à 3 h du matin, tu vois, pour aller bosser dans la logistique, qui fait ça toute l'année et qui arrive l'été, il peut pas amener son gamin à la mer. Voilà, c'est des trucs que je vois, moi. Bon, j'ai mon môme qui passe son brevet aujourd'hui. Je pense que c'est le cas pour plein d'enfants et pour leurs parents. Bonne fin d'année scolaire à tous. Et puis profitez bien du début d'été.